Bonjour et bienvenue dans Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Chaque lundi, dès 7h, nous partons à la découverte d'une personnalité lumineuse et qui porte une voix d'éveil des consciences. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Dans ce podcast, j'explorerai les thèmes qui m'enchantent et me font cheminer depuis plus de 20 ans autour d'une vision holistique de l'harmonie du cœur, du corps et de l'esprit, en espérant que ces thèmes sauront vous inspirer vous aussi. Retrouvez toute l'actu de Métamorphose sur fémininbio.com et des surprises à gagner sur mon Instagram Métamorphose Podcast. Ce podcast vous est proposé grâce au soutien de Léa Nature, fabricant de produits sains, bio et de qualité, accessibles au plus grand nombre à travers ses marques engagées comme Jardin Bio, Sobioéthique, Eau Thermale Jonzac ou Nat Essence. J'en suis évidemment très fan et mille merci à notre partenaire officiel. Alors aujourd'hui, je suis ravie de recevoir un invité lumineux, très inspirant. Alors de formation au départ, professeur de sport, c'est un homme qui a pas mal baroudé dans la conscience et qui s'est intéressé à un sujet qui nous concerne tous, que nous soyons en couple ou célibataires, que nous soyons amoureux ou pas, que nous soyons jeunes ou moins jeunes. Et je parle bien évidemment de la relation de couple et de l'amour. Et donc cet invité très spécial que j'ai la joie de recevoir aujourd'hui est formé en thérapie Imago. Il va nous expliquer dans quelques instants ce dont il s'agit. C'est une méthode qui a été développée par un couple américain qui se développe de plus en plus maintenant en Europe. Il est français, mais il vit actuellement au Québec, où il s'amuse beaucoup et où il expérimente, on pourrait dire, un certain nombre de sujets. Aujourd'hui, j'ai la grande joie d'accueillir pour une interview lumière celui qui est aussi mon ami, Claude Parisot. Bonjour Claude. Bonjour Anne. Alors justement, est-ce que tu as envie de revenir un petit peu sur ton parcours rapidement pour nos auditeurs et puis après on va rentrer dans le cœur de notre sujet. Rapidement, moi j'ai été 20 ans professeur d'éducation physique en lycée professionnel en France. J'ai vécu à Lille pendant 40 ans, 10 ans à Aix-en-Provence, puis depuis 1 an et demi je suis au Québec, à Montréal. Je fais des études de psychosociologie un peu particulières. On travaille beaucoup sur soi. Voilà, j'ai eu un grave accident de la route en 2001 qui a fait que j'ai changé de voie. En fait, j'ai osé faire ce que j'ai toujours voulu faire, de la relation d'aide. Et j'ai fait beaucoup de formations depuis cet accident en 2001. Des formations de relaxologue, de thérapeute psychocorporel, thérapeute transpersonnel, la communication non violente, du dialogue intérieur, beaucoup d'outils jusqu'au jour où j'ai rencontré la méthode Imago, donc en 2006 pour mon couple. Et j'avais trouvé ça extraordinaire, mais il n'y avait aucun thérapeute en France en 2006, donc j'ai attendu 2009 pour me former. Et on a créé l'association Imago France en 2012. Voilà un peu le parcours rapidement. Et j'ai fait une formation de sexothérapeute en sexocorporel pour accompagner les couples, justement. On va en parler, bien entendu. Difficile de parler du couple sans parler de sexualité, ou alors ce serait un crime de lèse-majesté. Mais en tout cas, on pourrait déjà commencer par revenir effectivement pour cette formation Imago. Tu disais que tu étais en couple à l'époque. Est-ce que tu as fait cette formation parce que tu ressentais le besoin de travailler sur ton couple déjà à cette époque ? Oui, comme on dit ici au Québec, j'enseigne ce que j'ai le plus besoin d'apprendre et ça a toujours été une recherche pour moi. Qu'est-ce que c'est qu'être en couple? C'est quoi le couple? Parce que bon, moi j'ai vécu dans une famille, par exemple, tout petit. J'ai vu mes parents se hurler dessus tous les jours. Je pense qu'ils s'aiment en plus, mais vraiment, et encore aujourd'hui, ils ont 52 ans de mariage, ils se parlent mal tous les jours, mais je dis bien tous les jours. Donc ça a toujours été quelque chose qui était en moi. C'est pas le hasard si je suis thérapeute de couple. Donc il y avait une vraie résilience aussi par rapport à l'exemple du couple de tes parents et donc cet enfant intérieur qui était blessé du couple en fait aussi certainement. Oui, complètement. Puis tous mes premiers couples, moi j'étais marié, j'ai divorcé, j'ai eu beaucoup de relations qui ont duré maximum 3 ans. Hein. Ça fait penser au film ou le livre aussi de L'amour dure 3 ans. En fait, le couple, pour moi, c'était l'amour. Je mélangeais amour et désir. Et dès que j'avais plus de désir, je pensais que j'aimais plus, puis je partais. Puis j'avais tellement peur d'être vu comme qu'on voit le monstre qu'il y avait en moi. C'est-à-dire que moi, j'avais un monstre en moi qui pensait qu'il n'était pas aimable. Et donc, je le cachais. Donc, je séduisais. Puis le jour où les femmes se rapprochaient trop de moi,
je partais parce que j'avais peur qu'elle voie ce monstre. Donc moi, l'amour, j'ai vraiment pas construit l'amour vraiment. C'est que ces dernières années où je peux dire que je suis capable de construire l'amour. Et après, il faut le définir. C'est ça. Alors tu parles justement du désir. Tu dis on a tendance à confondre amour et désir. En même temps, les deux sont liés. Comment distinguer que je peux désirer l'autre sans l'aimer ou l'aimer d'ailleurs peut-être même sans le désirer et l'aimer aussi en le désirant. Tout ça finalement on l'apprend pas à l'école ni généralement en famille. Est-ce on aurait besoin finalement d'avoir plus de conscience à ce niveau-là? Oui, ça, pour moi, c'est sûr que c'est déjà la relation de couple. Moi, la façon dont j'accompagne, c'est de mettre simplement de la conscience sur ce qui se passe quand il y a des conflits ou quand il y a des choses qui vont pas, même quand ça va. C'est de comprendre ce qui se passe, puis pour éviter de reprocher à l'autre et puis aussi de projeter sur l'autre des histoires qui nous appartiennent. Maintenant, quand tu parles je vais avoir du mal à définir l'amour. On pourra en parler des heures. Hein, c'est un sujet philosophique qui fait débattre depuis tous les temps, mais moi, ce que je découvre, par exemple, c'est que l'amour, c'est une décision. D'ailleurs, à travers la pratique que j'ai de thérapeute de couple et aussi même pour moi, je vois que là, maintenant, au moment où je te parle, parce que ça évolue tout le temps, je prends conscience à quel point aimer, pour moi, c'est de donner à ma partenaire ce dont elle a le plus besoin. C'est-à-dire, si elle a besoin de liberté, et même si moi j'ai envie qu'elle soit là plus souvent, mais c'est de lui donner cet espace, c'est de lui faire confiance, de vraiment lui donner ce qui l'aide à s'épanouir et à grandir spirituellement, socialement. Et plus je lui donne ça, plus moi, je la sens disponible avec moi, et plus moi, je sens que mon amour, il grandit. C'est pas un amour qui prend, qui veut, comment dire, qui veut s'attacher, quoi, qui veut aliéner. C'est vraiment un amour qui rend libre. Pour moi, le couple, c'est quelque chose qui doit rendre libre, c'est pas quelque chose qui doit rendre enfermé. Et très souvent dans les couples, moi je l'ai vécu, et les couples que j'accompagne aussi, se sentent vite enfermés dans la relation. Que la relation, elle est parfois enfermante, alors que c'est nous qui nous enfermons. Pourquoi est-ce qu'on arrive à tomber finalement dans ces relations enfermantes? Est-ce que ce sont des conditionnements de société à travers l'institution du mariage et puis finalement nos blessures, que ce soit des blessures dans cette vie-là ou des blessures transgénérationnelles, peut-être même karmiques pour ceux qui y croient. D'où viennent finalement ces conditionnements et ce besoin de finalement que l'autre nous appartienne ou d'appartenir à l'autre? Je pense que c'est un peu tout ça, tout ce que tu nommes, le transgénérationnel, les conditionnements, l'éducation, tout ça, il y a ça. Ça c'est les origines, mais on peut, comment dire, dénouer tout ça, pour moi seulement par la parole. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de parler beaucoup. Mais je parle notamment aux hommes qui disent toujours, oui, mais les thérapies, faut encore parler, c'est toujours ce qu'on nous reproche, on parle pas assez, etc. Mais on n'a pas besoin de parler beaucoup, c'est simplement d'oser se dire. Parce que très souvent, ce qui se passe, c'est qu'on arrive dans ces nœuds d'enfermement parce que on pense que c'est le couple qui nous enferme, mais c'est nous qui nous enfermons dans notre silence, dans le fait de pas oser dire notre vérité. C'est-à-dire que moi, par exemple, si j'ai besoin de temps, des fois, ou si j'ai besoin d'espace, j'ai peur, j'ai un peu honte même, j'ai eu beaucoup honte d'avoir besoin de temps pour moi, et que ma partenaire, elle pense que je l'aime pas et que je veux être loin d'elle, que c'était même pas ça. C'est simplement que j'avais besoin de temps pour moi, pour me ressourcer, pour pouvoir être disponible pour elle. Et c'est ce qui se passe très souvent, c'est qu'on n'ose pas dire au partenaire des choses de nous, parce qu'on a peur soit d'être jugé, soit d'être interprété, soit d'être humilié, soit d'être castré, soit d'être abandonné, soit d'être rejeté. On a chacun nos blessures, j'ai envie de dire nos besoins non satisfaits de l'enfance, qui sont bien vivants à l'intérieur de nous, c'est ça l'imago, et qui ressurgissent dans la relation. Et c'est le fait de pas dire qui crée la douleur dans la relation, alors que c'est ce qu'on veut éviter en ne disant pas, en se disant oh c'est pas important, je vais pas l'embêter avec ça. Et en fait c'est ça qui crée l'éloignement entre deux partenaires. Alors justement, ça touche un point qui est de savoir accueillir finalement sa vulnérabilité dans un espèce de cœur à cœur du soi et de l'être. Pour arriver à ça, certains y arrivent probablement naturellement, beaucoup d'entre nous n'y arrivons pas forcément. Comment faire? Est-ce qu'il faut travailler sur soi? Est-ce qu'il faut suivre une formation? Peut-être que là, justement, les outils Imago, et tu vas nous expliquer ce que c'est, peuvent apporter une réponse. Oui, écoute, c'est vraiment juste ce que tu dis. Les couples que je ne vois jamais en thérapie, tu vois, il y en a qui en ont pas besoin, oui. Les couples, en fait, qui ne viennent pas en thérapie, moi, je découvre à travers mes amis ou quand j'en parle, parce que je
Je suis en recherche depuis l'âge de 14 ans de toutes ces choses-là et j'en ai 52 aujourd'hui. Donc, je me rends compte que les gens qui ne viennent pas me voir, c'est des gens qui, quand ils se disputent, quand ils ont des conflits, ils ne coupent pas le lien. C'est-à-dire que le lien n'est pas coupé entre eux, ce qui fait que ça ne génère pas de choses très douloureuses et d'éloignement. En tout cas, il n'y en a pas un qui se sent abandonné ou rejeté, parce que ils savent, ces couples-là, que derrière un différend, derrière un conflit, ben ça ne remet pas en question la relation. Mais ça, c'est malheureusement un nombre vraiment très peu important de la population. Et la plupart des personnes souvent vivent le conflit comme vraiment quelque chose de très douloureux. Et ici, je suis au Québec. Au Québec, c'est encore plus prononcé parce que ici, le conflit, c'est vraiment un tabou. C'est-à-dire que les gens n'aiment pas le conflit. Il y a vraiment la peur du conflit. Hein, ça s'explique aussi d'une manière aussi culturelle. Historiquement et culturelle. Vraiment historique et culturelle, mais je le comprends. Mais il y a vraiment quelque chose à recréer du lien. Et c'est vrai que la méthode Imago, ici encore plus, elle permet de recréer ce lien de sécurité. Comme tu l'as dit, pour se montrer vulnérable, c'est vraiment important pour se montrer vulnérable, il faut se sentir en sécurité dans la relation. Et si on se sent pas en sécurité, ben on peut pas se montrer vulnérable et parler de soi, de ce qu'on vit. Parce qu'il y a trop peur d'être jugé, comme je disais tout à l'heure, interprété, etc., etc. Donc, c'est vrai que la méthode Imago va permettre vraiment, pour moi, c'est la méthode, quand j'ai découvert la méthode Imago, c'est la chose que je connais aujourd'hui, j'ai pas trouvé mieux pour mettre un espace sécurisé dans la relation et oser se dire, tel que l'on est, le cœur ouvert. Alors, est-ce que tu peux nous donner un petit exemple, justement, comment se déroule une séance Imago? Comment ça se déroule? Je fais des amorces de phrases à un des partenaires qui est émetteur, et il va dire, je vais commencer une phrase et lui, il va la continuer, et le partenaire va faire le miroir. Il va dire, je t'entends dire, ta 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 ta, puis il vérifie. Est-ce que c'est bien ça? Et après, moi, si la personne, elle me fait le miroir de ce que j'ai dit, je vais lui dire, bah oui, c'est bien ça, ou tu m'as entendu en partie, puis j'ai dit aussi ta 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 ta, puis je vais continuer jusqu'à temps que je me sente entendu. Donc les deux partenaires parlent la même langue dans ce genre de dialogue. On est sur les mêmes ondes, ce qui vraiment facilite la communication, parce que très souvent dans le couple, quand on discute, on est chacun dans nos mondes. Et puis on va dire quelque chose, et puis le partenaire, il va l'entendre avec ses mots, avec son monde à lui, et puis il pense qu'il a entendu, mais en fait, il met déjà un filtre de son monde, et les deux partenaires sont plus sur les mêmes longueurs d'onde. Tandis que là, on va apprendre à être sur un petit pont, on va aller dans le monde de l'autre. Quand on écoute dans le monde de l'autre, et on est un miroir. On est un miroir ni convexe, ni concave, pas déformant. Vraiment un reflet exact de ce que dit l'autre. Avec ses mots, si possible, mais l'important, c'est d'écouter avec son cœur, et puis de le refléter au plus près de ce qu'il a dit. Et le dialogue va se poursuivre, et moi, à chaque fois, je vais faire des amorces de phrases qui vont emmener les personnes dans leur cœur. Le problème, en fait, qu'ils vont amener, c'est pas le problème. Le problème n'est jamais le problème dans un couple. C'est la partie émergée de l'iceberg. Nous, on s'occupe de la racine, c'est-à-dire du besoin non satisfait qui remonte à 99,9%, pour pas dire 100, à l'enfance. Et moi, j'apprends au couple à s'écouter, parler chacun leur tour. Il y en a un qui parle, l'autre écoute. Puis après, celui qui écoute, il va faire un résumé de ce qu'il a entendu. Il va valider dans le monde de l'autre. Ah, bah, ça fait sens que quand je fais ça, tu puisses vivre ça maintenant, parce que ta 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 ta. Et on vérifie, est-ce que je t'ai bien compris? Puis après, on fait de l'empathie aussi. Puis j'imagine que dans ces moments-là, toujours le récepteur, celui qui écoute, il dit, ben j'imagine alors que dans ces moments-là, quand je fais ça, tu puisses te sentir triste, abandonné ou en colère. Puis on vérifie, est-ce que c'est bien ça? Dans ce dialogue, on est toujours on vérifie toujours qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde. Et c'est ça qui fait que c'est puissant et que ça répare. C'est qu'on est vraiment en connexion. Et c'est la connexion qui répare. C'est la connexion qui fait ressurgir l'amour dans une relation. Et pourtant, la façon dont tu l'expliques, et pour l'avoir vécu en thérapie Imago, il y a toujours un côté un peu artificiel, effectivement, de mettre cela en scène, et qui n'est pas forcément spontané au départ, c'est-à-dire le rephrasing, l'écoute active, qui, même si elle est dans un cœur à cœur, reste artificielle, puisque dans la vie de tous les jours, c'est pas forcément ce qu'on fait spontanément. Et pour autant, ça fonctionne, en fait, ça reprogramme véritablement les couples. Ah oui, mais merci de poser cette question, parce que t'as raison. Dans ces stages-là, justement, il y a des couples qui viennent et puis ils disent, ah non, mais on va pas quand même parler comme ça tout le temps. Mais oui. C'est vrai, c'est bien que parce que en fait, ça, j'invite les couples à le faire une fois par semaine dans des dialogues précis,
avec vraiment une structure, parce que ça va leur permettre de se connecter et aussi de relier leur cœur au moins un moment, pas se perdre, tu vois. Mais c'est sûr qu'on va pas parler comme ça tout le temps, et c'est pas évident de le faire. C'est quelque chose qui est comme un exercice à faire. De toute façon, pour moi, la relation, comme je disais, c'est une décision. C'est une décision aussi d'alimenter la relation. Il n'y a pas de recette miracle. Nous, on n'est pas des sorciers. Moi, je propose des choses au couple, mais s'ils font pas le travail à la maison, c'est-à-dire s'ils se connectent pas au moins une fois par semaine, pour dire, je dis une fois par semaine, comme je pourrais dire, chacun ça va être différent, mais si les couples ne le font pas, je remarque que le jour où ils ont vraiment un souci vraiment important dans la relation, s'ils le font pas régulièrement, ils ont pas assez confiance dans l'outil, dans la méthode pour oser se mettre en dialogue face à face et parler du problème qui surgit. Donc c'est quelque chose qui demande un entraînement pour enlever les pelures d'oignon. Vous voyez, si on met le cœur comme qu'on protège au fur et à mesure de l'année, et puis on peut imaginer le cœur comme un oignon. Et ben, plus on fait des dialogues, plus on enlève une couche, et plus on peut ouvrir notre cœur, et plus on peut se montrer vulnérable et vraiment parler de ce qui est vraiment important dans la relation, plutôt que de rester sur la partie émergée, qui va revenir en plus systématiquement si on n'en parle pas. Alors justement, en neurosciences, est-ce que on voit que au niveau cognitif, il se passe vraiment de la reprogrammation et que à force de faire ces exercices, ces couples-là, je dirais, arrivent à réenchanter leur couple ou en tout cas à s'accorder, à se mettre au diapason, à être sur la même longueur d'onde, comme tu disais? Oui, il y a un neuroscientifique qui s'appelle Paul Hurley. Je crois que sa femme est thérapeute imago et il a voulu comprendre pourquoi cette méthode était aussi efficace, parce qu'eux ils le feront dans leur couple. Et il a étudié donc sur pas mal de personnes, et il a pu mettre en évidence que le fait de faire le dialogue imago, de faire le miroir, un miroir neutre, bienveillant, pas perroquet pour reprendre, j'ai pas répondu à ta question tout à l'heure, mais c'est un miroir où on écoute avec le cœur. Le but c'est pas de répéter mot pour mot ce que dit l'autre, c'est vraiment de l'écouter avec le cœur et de redire le plus près possible de ce qu'il a dit, de redire ses mots, mais c'est pas grave si on dit pas exactement les mêmes mots. Mais en tout cas, lui, il a vu que ce dialogue permet de créer des nouvelles connexions neuronales et de déconnecter le cerveau reptilien, notamment l'amygdale qui se trouve dans la zone cerveau émotionnel. Je dis peut-être je simplifie au maximum, mais je m'excuse auprès des spécialistes du cerveau scientifiques. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que le fait de faire le dialogue, on crée des connexions neuronales et on anesthésie l'amygdale qui va venir déconnecter très souvent le néocortex, c'est-à-dire le cerveau intelligent, quand il y a une réaction, et ce qui donne toute la place dans ces moments-là au cerveau reptilien, au cerveau animal, celui qui se protège et qui est là pour la survie. Donc, qui a peur. Voilà, qui a peur, et qui là, il est là pour la survie, et lui, dès qu'il y a une petite dispute, lui, il détecte ça, et puis il dit danger de mort, en fait, danger. C'est ça. Voilà. Et en fait, plus on fait le dialogue, plus on peut anesthésier cette amygdale. Moi, j'appelle Brutus mon cerveau reptilien, et plus je peux laisser Brutus à la niche. Et c'est vraiment ça qui se passe. Moi, je le vois parce que j'ai mis du temps, hein, même moi en tant que thérapeute imago, j'ai mis du temps à pratiquer cette méthode pour moi-même, parce qu'il n'y avait pas de thérapeute dans mon coin quand j'ai commencé. J'étais un des premiers en France. On était une dizaine, et j'avais pas de thérapeute, ce qui fait que je me sentais pas en sécurité. Mais aujourd'hui, je veux dire, je vois que mon partenaire, c'est jamais lui le problème. C'est vraiment lié à mon histoire. Donc même quand je sens que j'ai une forte réactivité, certainement que des fois je vais critiquer, ou bien je vais dans le moment je vais pas être juste par moment, mais je sais que je vais revenir tout de suite, et puis après je vais demander à mon partenaire, à ma partenaire, de m'aider à comprendre pourquoi je réagissais, et de prendre la responsabilité de mes 90%, parce que c'est 90% mon histoire qui fait que je réagis. Et je propose à ma partenaire de m'aider à comprendre pourquoi je réagis dans ces moments-là. Parce que ça serait un autre homme, il réagirait pas de la même façon pour la même situation. Alors justement, quand tu dis quand même je laisse Brutus à la niche, donc on parle aussi du mental qui a peur. Alors mental, on en a besoin, l'ego, on en a besoin, on sait que c'est l'instinct de survie, que ça nous aide dans plein de situations à être focus, à prendre les bonnes décisions et puis à faire avancer les choses. Donc ça, on est d'accord là-dessus, on en a besoin. Mais quand on est dans ce cœur à cœur, comment justement, quand on n'est pas forcément habitué, quand on ne sait pas comment faire, quand on n'a pas fait un travail sur soi au préalable, ou quand on ne connaît même pas ces notions, comment savoir qu'on n'est pas dans le mental et comment apprendre à descendre, on peut dire, dans le cœur, le mental, on pourrait imaginer qu'il se trouve positionné au niveau du cerveau et qu'on descend vers cet organe qui est le cœur. Bah écoute, vraiment là, je te dis, moi, le seul que j'ai trouvé aujourd'hui, et j'en ai fait des formations de couple et lu des choses,
Cette méthode, comme je te disais, c'est vraiment la descente dans le cœur. C'est-à-dire, c'est descendre dans le cœur, c'est faire des dialogues, c'est de se faire et d'abord faire peut-être un atelier d'abord, ou alors directement en thérapie. Mais si on n'a pas trop de gros problèmes dans le couple, qu'on a simplement envie d'être mieux connecté et vraiment en lien avec son partenaire et mieux comprendre pourquoi des fois on réagit, ben faire un atelier, ça peut suffire. Mais de manière générale, ça demande quelques séances pour que le thérapeute puisse mettre de la sécurité dans la relation. Chaque partenaire sache qu'il a son espace pour parler et pour être entendu, pour être écouté, pour être vu et surtout d'être validé et d'être vraiment et que son partenaire puisse avoir de l'empathie. Et donc c'est vraiment ça, c'est apprendre à descendre dans le cœur. Et pour ça, il faut être en sécurité. Et c'est pour ça que ça nécessite très souvent un thérapeute. Parce que sinon à la maison, moi j'ai fait par exemple de la communication non violente, qui est un excellent outil aussi. Mais moi, ça me permettait pas de me sentir en sécurité à la maison. J'avais besoin de quelque chose d'encore plus structuré pour vraiment me sentir entendu et savoir que ma partenaire va pas me couper la parole, par exemple. Moi, c'était ça. Ou qu'elle va pas me juger, ou qu'elle va pas interpréter. Parce que l'interprétation, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment difficile par rapport à mon histoire. Et cette méthode-là, vraiment, permet de mettre un cadre hyper sécurisant. Très structuré au départ, mais qui rend très libre. Parce que souvent, beaucoup de gens ont peur de la structure ou que c'est trop codifié. Et que de se sentir enfermé, peur de se sentir enfermé, alors que c'est le contraire. C'est-à-dire que la structure de ce dialogue permet vraiment une grande liberté d'être, de communication, et ça permet vraiment d'oser la vulnérabilité. En tout cas, c'est ce que j'expérimente à la fois pour moi et dans les milliers de séances que j'ai accompagnées. Alors merci beaucoup et c'est vraiment très intéressant. Et quand tu dis, toi qui as vu des dizaines et des dizaines de couples défiler lors de tes stages et puis qui ont assisté à tes conférences, etc. Quels sont les problèmes en fait de couples qui reviennent le plus souvent et ce pourquoi finalement ils ont envie à un moment donné de faire un atelier? Alors, tu disais bon certains ils voient des petites difficultés, ils ont envie de se reconnecter, mais est-ce qu'on peut finalement donner une espèce de classification c'est peut-être pas très passionnant, mais des grandes problématiques du couple? Ouais, écoute, déjà je peux te dire ce qui n'est pas. C'est-à-dire, les couples ne viennent jamais pour des problèmes du quotidien. C'est-à-dire des problèmes de comment on peut appeler ça, administratifs ou de la gestion de la vie quotidienne. Les couples ne viennent pas pour ça, c'est vraiment pour le lien. Ils viennent pas pour la charge mentale, c'est-à-dire ils laissent ses chaussettes traîner par terre et j'en peux plus. Non, ça c'est pas un cas de stage, ça. Non, c'est pas un cas de stage, c'est ça qui vient toucher des choses, mais très souvent c'est souvent de ne pas se sentir entendu. Tu vois, c'est pas le problème. Le problème, c'est vraiment la communication. Les hommes et les femmes, au bout d'un moment, après la période romantique, qui peut durer entre une journée et 3 ans maximum. Et c'est vraiment l'impression de pas se comprendre, l'impression de plus se sentir aimé, l'impression qu'on parle pas la même langue, l'impression il y a aussi le fait qu'il y en a un qui parle pas, un qui a l'impression de beaucoup on appelle le maximiseur, nous la tempête de Galles, celui qui vient chercher le lien. Puis il y en a toujours un qui va très souvent qui va plutôt se fermer. Et donc un reproche que l'autre parle trop ou bien n'est jamais content, puis l'autre partenaire va reprocher que oui mais bon qui parle jamais de lui. Souvent c'est les hommes à qui on reproche de pas parler d'eux ou de pas parler beaucoup, de pas parler de choses de soi, de profondeur. Et il y a beaucoup de ça. Et puis souvent quand il y a peu de communication dans les couples, il peut y avoir des relations extra-conjugales. Ça aussi, il y a beaucoup de couples qui viennent après une relation extra-conjugale pour retrouver de la sécurité, du lien, de la confiance. Parce qu'ils ont conscience qu'ils ont beau dire qu'ils se pardonnent, mais en fait, ils pardonnent rien du tout. Parce que dès qu'il y a un moindre problème, ça revient. Ça, c'est le genre de problème qui revient souvent. C'est vraiment problème de communication, problème de fuite importante dans la relation. Parler de relations extra-conjugales. Problème de sexualité aussi beaucoup, parce que je suis sexothérapeute en France. En tout cas, parce qu'au Québec, ça demande j'ai pas le droit d'exercer comme sexothérapeute. Mais en tout cas, la sexualité, c'est aussi un sujet qui revient souvent. Beaucoup de couples, ça m'impressionne toujours, ne font plus l'amour depuis pas mal de temps. Des années même, parfois. Alors oui, alors ça c'est un point important. On n'a pas encore parlé de la sexualité dans le couple. Est-ce que les couples de longue durée sont condamnés à ne plus avoir de sexualité? Majoritairement, il y a toujours évidemment des gens qui ont une sexualité merveilleuse après 30 ou 40 ans, donc il n'y a pas encore une fois de règles, on est bien d'accord. Mais globalement, est-ce que avec le temps, la lassitude, le compagnonnage, on pourrait même dire, le couple a quand même plus de mal à se réenchanter au niveau de sa sexualité et tombe un peu en berne. Et là, qu'est-ce qui peut être réactivé?
Oui, c'est pas une fatalité, hein, j'ai envie de dire, c'est pas une fatalité, mais c'est vrai que très souvent, voilà, beaucoup de couples font plus l'amour, et puis parce que il y a l'usure du couple, il y a le fait de pas en parler, c'est surtout ça. Moi déjà, je commence déjà, même si en parler ça suffit pas pour faire l'amour. Et là, je vais citer Esther Perel qui en parle pas mal aussi dans ses livres. Mais il y a vraiment Tammy Nelson aussi en parle, qui est une thérapeute imago et sexologue aux États-Unis, et elle parle vraiment de ça, que c'est pas parce qu'on parle de sexualité qu'on refait l'amour, parce que là, il y a vraiment quelque chose où c'est un endroit où les personnes n'osent pas parler. Même moi, je me suis vu, j'ai beau être dans ce domaine-là, si je me sens pas en sécurité, je vais pas en parler, parce qu'il y a vraiment des enjeux importants derrière la sexualité. Chez l'homme notamment, il y a la peur de la castration, et chacun on a nos peurs. Puis la seule façon pour moi, c'est déjà de commencer à en parler, d'oser exprimer ses frustrations, mais comme les choses qu'on aime, hein, les deux. Et puis aussi après de mettre en place des exercices. Moi, dans les stages sexualité et imago, je mélange les deux, la structure imago et la sexualité. Là, je reviens en France pour ça, au hameau de l'Étoile à Montpellier, la fin août, début septembre, pour faire 4 jours dans ce domaine-là, où on va proposer des dialogues, parler avec son cœur en toute sécurité, et faire des exercices en chambre, parce que c'est pas la sexualité, là, ce sera l'invitation, c'est que les couples puissent. Ouais, après la musique de chambre, les exercices forcément en chambre, Voilà. oui. Et d'exercices à la fois tirés du tantra, mais tirés aussi du slow sex, tirés de pas mal de courants, pour se reconnecter. Pour moi, le plus important, c'est comme dans la méthode Imago, on se reconnecte, on retrouve une connexion, et c'est de retrouver une connexion, de trouver qu'est-ce qui est semblable, qu'est-ce qu'on veut, de retrouver l'essentiel dans la sexualité, c'est-à-dire que les deux partenaires veulent toujours la même chose. Même si on a l'impression, et c'est vrai, il y a beaucoup de différences en pratique, mais on veut la même chose. C'est-à-dire on veut la connexion et on veut vraiment trouver du lien avec son partenaire. Et donc moi je propose vraiment des exercices avec ma co-animatrice Céline Pi. On propose vraiment des outils pour ça. Et pour moi les deux sont indissociables. Quand tu disais qu'est-ce qu'on peut faire, c'est vraiment à la fois en parler, mais aussi mettre en place des choses concrètes, des rendez-vous, des rencontres. Comment on se donne des rencontres pour faire des dialogues? Ben, c'est des dialogues corporels, de sensualité, plus que de sexualité. La sexualité, elle vient après. Ce qui est important, c'est de retrouver de la sensualité, vraiment de la connexion, de l'instant présent, de la lenteur. Et la sexualité, elle revient s'il n'y a pas ça derrière. C'est-à-dire, c'est pas un objectif, la sexualité. L'objectif, c'est la connexion, la sensualité, et la sexualité, très souvent, elle arrive avec. Je dis bien très souvent, pas faire de généralité. Alors, est-ce que c'est le cas même dans des couples qui vivent ensemble depuis effectivement très longtemps? Est-ce que ce désir même d'essayer d'être dans cette lenteur, etc., est encore possible? Est-ce que la vie n'émousse pas finalement ce désir? Alors, je parle pas d'une forme de résignation, mais aussi d'être objectif. Est-ce que le mystère n'entretient pas aussi une part de désir, le mystère de l'autre? Tu parlais de la période romantique, et puis l'être est aussi cyclique. Donc il y a des moments, ce désir peut être retrouvé, et puis d'autres, on a peut-être moins envie de par les périodes de la vie. Ben, c'est les deux. C'est-à-dire que dans la dialogue imago, on recrée l'amour romantique. C'est-à-dire que en se redévoilant, en apprenant, en donnant à notre partenaire ce qu'on lui a jamais donné, ou en se découvrant comme jamais on l'a fait, on a l'impression d'avoir un autre partenaire. Donc ça fait ressurgir l'amour romantique. Et après, à travers les exercices, on se redécouvre aussi, puis on met aussi c'est ça, c'est de remettre de l'érotisme, c'est-à-dire aussi de l'attente, ça veut dire peut-être faire des choses séparément, c'est aussi reprendre soin de soi dans la relation, c'est-à-dire faire aussi des choses. Moi, je prône aux couples de pas faire tout ensemble. Il y a des couples à qui ça convient toute leur vie. Ils vont travailler ensemble, ils vont faire des choses ensemble, et ça leur satisfait. Mais si ça les satisfait, je les vois pas en thérapie. Donc, moi, je parle des couples à qui ça ne satisfait. Leur mode de vie Oui, n'est pas satisfaisant. Voilà, n'est plus satisfaisant. Et ben ça, c'est de remettre un peu de tout ça, mettre un peu de mystère, mais se dévoiler et parler de soi, c'est comme dévoiler un mystère. Je veux dire, c'est pas incompatible avec le mystère. Souvent, c'est une fausse croyance en disant que si je dis tout de moi à mon partenaire, je l'entends souvent, hein, mais il y a plus de mystère, il y a plus, et puis ça met de la lassitude, ça met moins de piment. Eh bien, il s'avère que non, dans la pratique. Au contraire, c'est-à-dire que si on ose dire
Mais c'est aussi oser dire, ben là, j'ai envie de prendre une semaine seule, aller voyager, je sais pas, ça veut dire, là, j'ai envie de refaire du football avec mes copains. Et tu vois, c'est aussi ça, se dire. C'est oser aussi prendre du temps pour soi, hors de relation, pour mieux se retrouver après. Alors c'est vrai que le partenaire est à la fois une grande source d'évolution, parce qu'il est un effet miroir absolument d'une puissance incroyable. Il est là toujours présent et avec le meilleur et le pire, on pourrait dire. Et donc il est une occasion de grandir formidable à travers cet effet miroir. Oui, vraiment, tout à fait. Pour moi, tu définis vraiment, moi, la définition que je ferais. Est-ce que le couple, est-ce qu'on est là pour justement réparer quelque chose, hein? On parle beaucoup de couple de réparation. Beaucoup de gens se marient en fait, on se marie en général relativement jeune, bien que maintenant de moins en moins. Enfin, on se marie pas, mais en tout cas, on se met en couple, on s'installe ensemble. Souvent, on n'a pas fait vraiment de travail sur soi. On arrive avec tous nos bagages, nos conditionnements, nos karmas, tout ce qu'on veut, nos blessures, sans avoir forcément conscience de tout ça. Et puis, l'autre est une forme de béquille, quelque part. En fait, il va venir appuyer sur des zones. Alors, on le voit pas au début, on est dans cette période romantique. Et puis après, c'est là où souvent les choses se gâtent. Est-ce qu'il y a vraiment un manque de conscience, de préparation en amont de ce qu'est l'autre? Ou est-ce que c'est simplement cette phase à traverser, et puis peut-être même une fois qu'on est réparé de sa blessure et qu'on a compris ce qu'on venait finalement réparer avec l'autre, peut-être le temps n'est plus au cheminement avec cette personne, Ça parce arrive. que ce qui devait être appris a été appris. Ça peut arriver, bien sûr qu'il y a des relations où, quand on a mis de la conscience sur ce qui se passait, le couple se rend compte que c'était un passage et que ils ont plus envie de continuer ensemble. C'est vraiment le couple qui décide. Moi, je n'ai jamais la volonté de faire en sorte que le couple reste. Moi, mon but, c'est que le couple remette de la conscience de pourquoi ils se sont rencontrés, de qu'est-ce qui se passe dans leur relation et est-ce qu'il y a toujours de l'amour, est-ce qu'ils ont envie de continuer. Mais c'est vrai que s'il n'y a pas de conscience, l'autre va être une béquille. C'est-à-dire que l'autre, si on met pas de conscience, on va projeter sur l'autre tous nos manques du passé. C'est ça, Imago. Imago, ça vient de Jung. Hein. C'est toutes les caractéristiques positives et négatives qu'on a intériorisées en nous, enfants, de nos parents. Et des gens qui se sont occupés de nous, enfants. Et le couple, ça serait de récupérer notre entièreté. On rencontre une personne qui possède toutes les choses, les caractéristiques positives et négatives de nos parents, mais toutes des choses qu'on a enfouies, nous, dans notre congélateur enfant, parce qu'il n'y avait pas la place pour l'exprimer. Donc le couple, ça serait de récupérer son entièreté. Mais en même temps, on rencontre un partenaire qui est la personne la moins peut-être adaptée au départ à nous donner ce dont on a le plus besoin. Parce qu'on vient appuyer sur son bouton rouge à lui aussi. Et s'il n'y a pas de conscience, on peut vraiment jouer cette danse pendant des années. Je pense à un couple que j'ai eu qui a 62 ans de mariage, j'en parle souvent de mon plus vieux couple, et qui ont pris conscience qu'ils se disputaient tout le temps depuis 60 ans sur le même sujet, et qu'à la fin, ils voulaient la même chose. Ils en avaient aucunement conscience. Et ils étaient tristes de ça, mais moi je leur disais, mais c'est magnifique le chemin que vous faites, il n'y a pas d'âge. Et c'est ça, c'est de prendre conscience que notre partenaire, voilà, possède des choses, et il va nous aider à les réparer simplement en étant là, présent. Mais c'est nous qui devons nous donner aussi à nous ce dont on a le plus manqué, parce que notre partenaire va pas être parfois la meilleure personne. Et quand on a réussi à réparer, pour répondre à ta question, quand on a compris ce qui s'était passé, que notre partenaire nous donne ce dont on a le plus manqué, moi, de mon expérience, non, on passe pas à autre chose. On va dans un endroit plus profond de la relation, où le cœur est plus ouvert, où on va découvrir d'autres choses de nous, parce que ça n'arrête jamais. Il n'y a pas un moment où on est un produit fini, où on n'a plus rien à comprendre de rien, où on a tout réparé, puis qu'on s'ennuie dans la relation. Ça ne marche pas comme ça, en fait. C'est-à-dire qu'il y a toujours des choses à découvrir, et ça va de plus en plus profondément. Et je pense que moi, c'est ce que je commence à découvrir pour moi. C'est là qu'est l'amour. C'est-à-dire, c'est là qu'on découvre un amour qui est plus fort que le désir, plus fort que l'amour quand on se rencontre. C'est vraiment où on connaît la personne d'une manière tellement vaste, on sait qu'on peut s'appuyer dessus, qu'on peut lui dire des choses profondes de nous. Ça ouvre vraiment notre intimité. Parce que moi, c'est l'intimité vraiment qui est derrière tout ça. C'est comment être intime dans sa relation de couple. Et c'est apprendre aussi à être intime avec soi.
Oui, et tout en ayant fait une forme de deuil, on peut dire, du mythe de l'androgynie, qui est vraiment la fusion avec l'autre et le un, puisque dans cette relation, nous sommes à la fois un quand nous sommes deux, mais nous sommes aussi deux. Donc c'est là où il faut encore une fois beaucoup de conscience. Il y a aussi cette nostalgie chez bon nombre de personnes de l'ailleurs, de la fusion avec du divin et donc de la quête de l'autre dans cette fusion absolue. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu rencontres assez fréquemment? Oui. La méthode Imago, on dit je t'entends me dire. Rien que le je t'entends dire quand on est récepteur, c'est pour se différencier. On apprend au couple à se différencier parce qu'il y a beaucoup de problématiques liées à la fusion. Où on a l'impression que si on pense ça, l'autre doit penser la même chose, tu vois. Et moi, je trouve qu'aussi que le couple, c'est 1 plus 1 égale 2 et 1 plus 1 égale 3 aussi. Il y a plusieurs entités dans Oui. la relation. Et c'est, Mhm. pour moi, essentiel. Et comme je disais, il y en a qui sont très bien dans la fusion, et tant mieux. Je veux dire, je veux pas enfermer. Chaque couple est différent aujourd'hui. Pour moi, il y a autant de couples que de façons d'être en couple dans le monde d'aujourd'hui, alors que il y a 50 ans, c'était il y a une façon d'être en couple. Ça a tellement évolué que chacun doit trouver sa forme. Mais que si ça les, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que si une forme ne nous satisfait pas, on peut toujours en sortir. Et la différenciation, le dialogue Imago permet ça, en tout cas. C'est une des choses que j'accompagne, oui. D'apprendre à être différent tout en ayant les mêmes objectifs, en tout cas en voulant cheminer ensemble. On peut cheminer ensemble en étant pleinement différents. Hmm. Alors Claude Parisot, c'est passionnant, tout ce que tu racontes sur Imago, ton parcours, ton expérience aussi de sexologue. Et là, on s'achemine à la fin de ce podcast et je pense qu'il faudra qu'on reprenne rendez-vous pour en faire un deuxième. Il y a une question que je pose systématiquement dans ce podcast qui s'appelle Métamorphose, pour éveiller la conscience et qui est qu'est-ce qui t'a permis toi d'oser déployer tes ailes pour vivre ta métamorphose? Est-ce qu'il y a eu un moment déclic? Est-ce que ça a été un cheminement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient à l'esprit quand je te pose cette Ah bah question? carrément. Moi, je l'ai fait aussi avec les gens, et puis je me souviens qu'une de mes amies faisait ça aussi, demander aux gens qu'est-ce qui fait qu'ils ont basculé comme ça. Moi, c'est clairement mon accident de moto le 12 décembre 2001. J'avais peur, j'étais prof, je pense que je serais resté prof toute ma vie. Non pas que j'aimais pas, puis je pense que en tant que prof de PS, je me suis épanoui pendant un moment. Mais voilà, j'avais tellement peur de la vie que je suis resté à l'école, hein, et je suis resté dans ce que je connaissais. L'accident a permis de déposer mes peurs au sol en même temps que mon dos, et avoir cassé mon dos, ma jambe, tout mon corps. Et 1 an d'hôpital m'ont fait prendre conscience que j'avais une deuxième chance et que il était temps que je fasse ce pourquoi j'étais vraiment fait, c'est-à-dire de la relation d'aide, sans savoir que j'allais faire ça aujourd'hui, mais je savais que je voulais faire autre chose qu'enseignant. Je trouve que l'éducation nationale me freinait. Je trouve que l'éducation nationale voilà, je pouvais pas faire ce que je voulais, ce que je ressentais. Il y avait trop d'enfermement. Donc voilà pourquoi cet accident a été pour moi une aubaine. Une révélateur, Révélateur, et ouais. puis 1 an de bonheur, quoi, de l'hôpital. Ça a été du bonheur pour moi d'être là-bas et de revivre, de m'ouvrir à la vie. Hmm. Et enfin, pour terminer cette question existentielle, qu'est-ce qui te taraude dans la vie? Quelle est la question que tu te poses, à laquelle tu n'as pas de réponse et que tu aimerais éclaircir? Quelle question existentielle finalement te poses-tu, Claude? Ah, c'est amusant que tu me poses ça, parce que je fais une maîtrise de psychosociaux professionnels et où le sujet c'est nous. Et mon sujet, et sans l'avoir vraiment encore bien, ça fait 1 an maintenant que je tourne autour, moi, c'est vraiment l'intimité. J'en ai parlé à la fin, là, qu'est-ce qui fait, moi en plus qui était abîmé dans mon intimité, comment je fais pour accompagner les gens là-dedans? Moi, c'est comment on fait pour être intime, c'est quoi l'intimité, et comment on fait pour être vraiment en intimité avec l'autre. Ça, c'est lié à mon histoire, et puis je découvre que c'est aussi être avec moi, intime avec moi, mais ça veut dire quoi être intime avec moi? Tu vois, ça c'est encore j'ai vraiment pas toutes les réponses. Comment je fais parce que je pense que si je m'aime vraiment et si vraiment j'apprends l'intimité avec moi, je serai vraiment un bon partenaire pour ma compagne. Et je pense que c'est ça aussi. Claude Parisot, merci infiniment pour cette interview lumière en ma compagnie, en notre compagnie, puisqu'on a des auditrices et des auditeurs. Je suis sûre qu'ils auront apprécié de comprendre comment mieux finalement danser leur relation de couple dans leur vie avec eux-mêmes et aussi avec leurs partenaires, et qui pourront se libérer et éveiller leur conscience en mettant beaucoup de lumière dans ces relations.
Claude Parisot, merci. Merci Anne. Merci de nous avoir écoutés. Pour me retrouver chaque semaine, abonnez-vous gratuitement sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Si vous aimez le podcast Métamorphose, n'hésitez pas à le soutenir pour favoriser sa diffusion en lui donnant 5 étoiles. Et découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast. Merci encore infiniment à notre cher partenaire officiel, Léa Nature, engagé de nature, et premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels, dont ces marques bio reversent 1% de leur chiffre d'affaires pour la planète.